Notre 5e anniversaire de mariage devait être une célébration de l'amour, de la résilience et de la vie que nous avions construite ensemble. Paris brillait particulièrement en cette soirée de mai, et j'avais passé la journée entière à préparer son plat préféré, un bœuf bourguignon avec tous les accompagnements que Charles aimait tant. J'avais repassé sa chemise favorite et choisi le cadeau parfait, un album relié en cuir, rempli de nos photos et de notes manuscrites, documentant notre parcours depuis notre rencontre dans ce café des grands boulevards. La table était dressée avec nos plus belles coupes en cristal, celles que ma grand-mère Lucie nous avait offertes pour notre mariage. 2 bougies parfumées illuminaient la salle à manger de leur douce lueur, et l'arôme du thym et du laurier flottait dans l'air. Je m'étais particulièrement soignée. Une nouvelle robe bordeaux achetée spécialement pour l'occasion, et le collier de perles que Charles m'avait offert pour notre premier anniversaire. Quand l'horloge sonna 21h, mon inquiétude commença. À 22h, le bœuf bourguignon était déjà froid. À 23h, son message disait simplement « Je rentrerai tard. Ne m'attends pas. » Mais j'ai attendu, comme je l'avais toujours fait. Quand j'entendis enfin la clé dans la serrure, il était plus de minuit. Charles entra en titubant légèrement, la cravate desserrée et les cheveux en désordre. Il sentait le parfum de luxe, mais ce n'était pas le mien. J'essayais de ne pas y penser. « Hélène, qu'est-ce que tu fais debout ? Je t'avais dit de ne pas m'attendre, » dit-il, en évitant de me regarder directement. « C'est notre anniversaire, Charles, » répondis-je avec un sourire forcé. « 5 ans ensemble, tu as oublié ?» Son expression changea un instant, une lueur de culpabilité qu'il dissimula rapidement avec indifférence. « Bien sûr que non. D'ailleurs, j'ai quelque chose pour toi. » Mon cœur fit un bond. Peut-être avais-je été injuste. Peut-être avait-il travaillé dur pour me surprendre. Charles avait toujours été distrait mais attentionné à sa manière. De sa poche intérieure, il sortit une enveloppe. Elle n'était pas emballée, n'avait même pas de carte jointe. Il me la tendit simplement, les yeux fixés au sol. « Ouvre-la », dit-il à voix basse. Mes doigts tremblaient légèrement tandis que je déchirais l'enveloppe. À l'intérieur, il n'y avait pas de poème d'amour, ni de billets pour cette comédie musicale que je voulais tant voir, ni même une carte de vœux. C'était un faire-part de mariage, imprimé en lettres dorées sur un papier ivoire de haute qualité. Mes yeux parcoururent les noms une fois, puis une autre. Charles Moreau et Sophie Martin. Mon mari, ma sœur cadette, la date, dans 3 semaines. Le lieu, cette petite chapelle à Giverny, où nous avions toujours rêvé de renouveler nos vœux. En bas, une note manuscrite avec la calligraphie inimitable de Sophie. Merci de comprendre. Le véritable amour finit toujours par trouver son chemin. Je n'ai pas crié. Je ne lui ai pas jeté à la figure. Je n'ai pas fondu en larmes. Je suis simplement restée là, debout, tandis que mon monde s'effondrait autour de moi comme un château de cartes. « Hélène, commença Charles, mais je l'interrompis d'un geste. « Depuis combien de temps ?» demandai-je avec un calme dont je ne comprenais pas moi-même l'origine. « 2 ans, avoua-t-il, et chaque syllabe fut comme un coup de poignard. Nous avons essayé de lutter contre ça, je te le jure, mais on ne peut pas nier ce que nous ressentons. Est-ce que ma famille est au courant ?» fut tout ce que je pus demander. Charles hocha lentement la tête. « Tes parents, ils nous soutiennent. Ils pensent que c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. » Cette nuit-là, je dormis sur le canapé, ou du moins j'essayais. Le lendemain matin, les yeux gonflés et l'âme brisée, je conduisis jusqu'à la maison de mes parents en banlieue parisienne. La même maison où j'avais grandi, où Sophie et moi avions partagé une chambre pendant 18 ans. Ma mère, Catherine, m'accueillit avec une expression tendue sur le pas de la porte. Mon père, Antoine, était assis dans son fauteuil préféré, faisant semblant de lire le journal. « Maman, papa, comment avez-vous pu permettre ça ?» demandai-je sans détour. Ma mère soupira et m'invita à m'asseoir. « Hélène, ma chérie, parfois le destin a des plans différents des nôtres. » Charles et Sophie n'ont pas cherché ça. « Le destin ?» répétai-je, incrédule. « Tu me parles du destin alors que mon mari et ma sœur me trompent depuis 2 ans ? Arrête ton cinéma, intervint mon père sans lever les yeux de son journal. Tu as toujours été comme ça, à tout exagérer. Sophie et Charles sont des âmes sœurs, n'importe qui peut le voir. Toi, tu as toujours été trop pragmatique, trop sérieuse pour lui. Nous pensions que tu pourrais être la marraine, ajouta ma mère avec un sourire plein d'espoir.
Ce serait un beau geste de maturité. C'est alors que je la vis. Sophie descendait les escaliers, radieuse dans une robe d'été, avec la bague de fiançailles. Ma bague, redessinée, brillant à son doigt. Nos regards se croisèrent, et pendant un instant, je vis quelque chose dans ses yeux. Du remords? De la culpabilité? Non, c'était pire. De la pitié. « Hélène, dit-elle doucement, j'espère qu'un jour tu pourras comprendre. Cet après-midi-là, je fis une seule valise. Je pris mes vêtements, quelques photos de mon enfance, aucune avec Sophie, mes papiers personnels et la montre de ma grand-mère. Je laissai les bijoux que Charles m'avait offerts, les meubles que nous avions choisis ensemble, les souvenirs de voyage qui semblèrent maintenant un mensonge élaboré. Avant de partir, j'écrivis une courte note. À ma famille, ne me cherchez pas, ne m'appelez pas. Ce n'est pas à moi de demander pardon. Hélène. La pluie tombait doucement lorsque je quittais cette maison pour la dernière fois. Paris pleurait avec moi tandis que je conduisais sans but, la radio éteinte et le cœur en miettes. Mais au milieu de cette douleur déchirante, je sentis autre chose, une petite étincelle de détermination. Une voix ténue qui me murmurait « Ceci ne te détruira pas ». Je ne savais pas où j'allais. Je ne savais pas comment je reconstruirais ma vie. Mais je savais une chose avec une certitude absolue. Je ne permettrai plus jamais à quelqu'un de me faire sentir si insignifiante. Cette nuit-là, je dormis dans un hôtel modeste près de la gare de Lyon. Un endroit simple mais propre, aux murs fins qui ne parvenaient pas à étouffer le bruit des trains et les conversations des voyageurs. C'était le genre d'endroit où personne ne posait de questions, où l'on pouvait être anonyme pendant quelques heures, exactement ce dont j'avais besoin. Le lendemain matin était gris et froid, comme si le temps voulait s'accorder à mon état d'âme. Je m'assis sur le lit, désorientée un instant, espérant me retrouver dans ma chambre, espérant que tout n'avait été qu'un cauchemar. Mais la réalité était là, crue et implacable. J'étais seule. Les jours suivants, je bougeais comme une automate. Je trouvais un petit studio à Belleville, un quartier bohème et multiculturel, où je pouvais me perdre dans la foule. Rien de luxueux, à peine 30 mètres carrés, une cuisine minuscule et une salle de bain où tenait à peine une personne. Mais il y avait une fenêtre donnant sur une cour intérieure pleine de linge étendu et de pots de géranium, et le plus important, il y avait une serrure dont la clé n'appartenait qu'à moi. Je passais une semaine entière à pleurer. Je pleurais en préparant un café que j'oubliais ensuite de boire. Je pleurais sous la douche, où le bruit de l'eau couvrait mes sanglots. Je pleurais la nuit, serrée contre un oreiller, cherchant instinctivement la chaleur d'un corps qui n'avait jamais été vraiment le mien. Je mangeais à peine, je dormais à peine. Je me sentais comme un fantôme errant dans les rues de Paris, invisible pour tous. Un après-midi, assise sur un banc au parc des Buttes-Chaumont, observant les couples se promener main dans la main, les familles profiter du soleil, je sentis quelque chose d'étrange en moi. Ce n'était pas de la tristesse, ni même de la colère. C'était une sorte de vide, comme si toute émotion avait été drainée de mon corps, ne laissant qu'une coquille vide. Et dans ce vide, je trouvais quelque chose d'inattendu, le silence. Le silence nécessaire pour m'écouter moi-même pour la première fois depuis des années. Ce soir-là, j'achetai un carnet à couverture noire et commençai à écrire. Au début, ce n'étaient que des mots isolés, des gribouillis furieux qui déchiraient le papier. Puis vinrent des phrases décousues, des souvenirs fragmentés, des questions sans réponse. Quand la trahison avait-elle vraiment commencé? Comment n'avais-je rien vu? Quels signaux avais-je ignorés? Et la question la plus douloureuse, m'a-t-il jamais vraiment aimé? Nuit après nuit, page après page, je vidais mon âme dans ce carnet, et au milieu du chaos d'encre et de larmes, je commençais à entrevoir une femme que je reconnaissais à peine, l'Hélène qui existait avant Charles, avant de devenir la femme de, avant que mon identité ne soit diluée dans un mariage qui se révélait maintenant être une farce. Je me souvins de la jeune femme de 23 ans qui avait obtenu son diplôme d'une grande école de commerce avec mention, qui rêvait de travailler en banque d'investissement, qui avait refusé une bourse pour un master à New York parce que Charles ne voulait pas d'une relation à distance. Je me souvins comment j'avais renoncé à cette offre du Crédit Central de France pour un programme de formation pour cadres, parce qu'il soutenait que mon succès professionnel pourrait déséquilibrer notre relation. Un matin, alors que je feuilletais le journal dans un café près de mon appartement, un article attira mon attention. Le Crédit Central de France annonçait l'expansion de son programme de développement pour cadres. Parmi les noms mentionnés figurait celui de Pascal Vasseur,
La femme qui m'avait fait passer un entretien 5 ans plus tôt, celle qui m'avait dit que j'avais un potentiel exceptionnel. Poussée par une impulsion que je ne sus expliquer, je sortis mon téléphone et cherchai son profil sur LinkedIn. J'hésitai quelques secondes avant de lui envoyer un message. « Vous ne vous souvenez peut-être pas de moi. Je suis Hélène Robert. Il y a 5 ans, vous m'avez offert un poste dans votre programme que je n'ai pas pu accepter. Je me demandais si nous pourrions prendre un café. Je ne m'attendais pas à une réponse. Des années avaient passé, et dans le monde de l'entreprise, 5 ans, c'est une éternité. Pourtant, le même après-midi, je reçus une notification. « Hélène, bien sûr que je me souviens de vous. Jeudi à 17h au café de la banque. Apportez votre CV à jour. » Le jeudi arriva plus vite que prévu. Je mis le seul tailleur formel que j'avais emporté dans ma valise hâtive, un ensemble gris anthracite que j'avais acheté pour des réunions lorsque je donnais des cours particuliers de mathématiques. Il n'était pas de marque ni à la dernière mode, mais il était professionnel et discret. Pascal Vasseur était exactement comme dans mon souvenir. Une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux courts et argentés, aux yeux perçants, et avec une présence qui remplissait la pièce sans avoir besoin d'élever la voix. Elle me toisa de la tête aux pieds, tandis que je m'asseyais en face d'elle, m'évaluant avec ce regard qui semblait vous transpercer. « Vous avez l'air différente, » dit-elle sans détour. « Il y a quelque chose dans vos yeux. »« La vie, » répondis-je simplement. « La vie change les gens. » Elle sourit, un sourire bref mais sincère. « Racontez-moi ce que vous avez fait ces 5 dernières années, Hélène. » Et je lui racontais. Pas les détails personnels, pas la trahison ni la douleur. Je lui parlais de mes emplois, de la façon dont j'avais maintenu mes compétences en mathématiques en donnant des cours particuliers, de la façon dont j'avais géré les finances d'une petite maison d'édition pendant 2 ans. Ce n'était pas un CV impressionnant, je le savais. Il y avait des trous, des incohérences, des opportunités manquées. Quand j'eus fini, Pascal garda le silence pendant ce qui sembla une éternité. Finalement, elle sortit un dossier de sa mallette et le fit glisser vers moi. « Le programme a changé, » dit-elle. « Il est plus exigeant, plus compétitif. Il dure maintenant 18 mois, avec des évaluations trimestrielles. Ceux qui n'atteignent pas les objectifs sont renvoyés. Sans exception. »« Je comprends, » dis-je en essayant de cacher le tremblement dans ma voix. « La place que je vous ai offerte il y a 5 ans n'existe plus, » continua-t-elle. « Mais il y a une autre opportunité. Ce ne sera pas facile. Vous travaillerez plus dur que jamais. J'exigerai plus de vous que de tout autre candidat parce que vous avez perdu un temps précieux. Je suis prête, » affirmai-je avec une conviction que je ne me connaissais pas. Pascal m'étudia encore quelques secondes, comme si elle cherchait quelque chose de spécifique sur mon visage. Finalement, elle hocha la tête. « Lundi, 7h. Ne soyez pas en retard. » Et c'est ainsi, sans autre préparation que ma détermination et la douleur qui me poussaient en avant, que j'entrais dans le monde de la haute finance, un univers que j'avais toujours observé de loin et qui était sur le point de devenir mon champ de bataille. Je n'étais plus la femme de Charles. Je n'étais plus la sœur trahie de Sophie. Je n'étais plus la fille décevante de Catherine et Antoine. J'étais simplement Hélène Robert, et j'étais sur le point de découvrir qui je pouvais devenir quand personne ne limitait mon potentiel. Le programme de formation du Crédit Central de France était exactement comme Pascal m'en avait averti, brutal. Les journées commençaient avant l'aube et se terminaient bien après le crépuscule. Nous étions 20 candidats, tous diplômés d'écoles prestigieuses, avec une expérience internationale et des contacts dans les hautes sphères. Tous, sauf moi. Dès le premier jour, je sentis les regards de doute, les murmures dans mon dos. Qui est-elle? D'où sort-elle? Pourquoi Vasseur l'a-t-elle intégrée au programme? Je ne leur en voulais pas. Je me posais les mêmes questions. Mon premier projet fut une analyse de risque pour un prêt potentiel à une chaîne hôtelière en expansion. On nous donna 48 heures pour présenter nos conclusions. Tandis que mes camarades se réunissaient en groupe pour débattre de stratégie, je m'enfermais dans la salle de données, examinant chaque chiffre, chaque tendance, chaque variable. Je ne dormis pas. Je mangeais à peine. Je me plongeais dans les chiffres, comme on se plonge dans des eaux profondes, cherchant refuge dans leur froide objectivité. Les chiffres ne mentaient pas. Les chiffres ne trahissaient pas. Les chiffres étaient, tout simplement. Le jour de la présentation, j'entrais dans la salle de réunion avec des cernes et le tailleur légèrement froissé, mais avec une assurance qui surprit même Pascal.
Je ne me contentais pas de recommander d'approuver ou de refuser le prêt. Je présentais 3 scénarios différents, chacun avec ses risques calculés et ses opportunités potentielles. Là où mes camarades ne voyaient que des chiffres, j'avais trouvé des histoires. Celle d'une entreprise familiale, luttant pour survivre sur un marché dominé par des géants multinationaux. « Impressionnant, Robert », dit simplement Pascal quand j'eus terminé ma présentation. Ce n'était pas un compliment effusif, mais venant d'elle, cela équivalait à une ovation. Ce soir-là, en rentrant dans mon petit appartement, je regardais mon reflet dans le miroir de la salle de bain. Il y avait quelque chose de différent dans mon regard, une étincelle que je n'avais pas vue depuis des années. Cette nuit-là, je ne pleurais pas pour Charles. Je ne pleurais pas pour ma famille. Je pleurais pour la femme qui avait commencé à renaître de ses cendres. Les semaines se transformèrent en mois. Le rythme ne diminua pas. Au contraire, chaque projet était plus exigeant que le précédent. Mais au lieu de me sentir épuisée, je me sentais plus vivante que jamais. Je commençais à remarquer comment les directeurs de la banque commençaient à me prêter attention, comment mes analyses étaient citées dans des réunions de haut niveau, comment Pascal m'assignait des projets de plus en plus complexes. Un vendredi soir, alors que tout le monde sortait pour célébrer le week-end, Pascal m'appela dans son bureau. « Savez-vous pourquoi je vous ai choisi, Hélène ?» demanda-t-elle, en me servant un verre de vin rouge. « Parce que vous avez vu du potentiel en moi, » répondis-je automatiquement. Pascal secoua la tête. « Ça, c'était il y a 5 ans. Cette fois, je vous ai choisi parce que j'ai vu dans vos yeux quelque chose que j'ai reconnu. Le même feu que j'ai vu dans le miroir il y a 30 ans, quand mon ex-mari m'a quitté pour ma meilleure amie. Je restais sans voix. Pascal Vasseur, la dame de fer du CCF, partageant quelque chose de si personnel avec moi. Je ne vous ai pas choisi par pitié, continua-t-elle. Je vous ai choisi parce que je sais que les femmes qui ont été brisées et qui ont décidé de se reconstruire elles-mêmes sont les plus redoutables. Vous n'avez rien à perdre, Hélène, et cela vous rend invincible. Cette conversation marqua un avant et un après. Je commençais à voir ma douleur non comme une faiblesse, mais comme la source d'une force que je ne savais pas posséder. Je commençais à parler davantage en réunion, à défendre mes idées avec conviction, à prendre des risques calculés que d'autres évitaient. 3 mois plus tard, on m'assigna mon premier grand client en solo, une entreprise technologique lyonnaise qui cherchait un financement pour s'étendre en Amérique latine. C'était un projet que personne ne voulait. Trop de risques, trop de variables culturelles et politiques, trop de concurrence sur le marché cible. Je me rendis à Lyon pour rencontrer personnellement les fondateurs. Je ne me contentais pas d'examiner leurs états financiers. Je me plongeais dans leur vision, je compris leurs produits, j'analysais leur culture d'entreprise. Quand je revins à Paris 3 jours plus tard, je n'avais pas seulement un rapport de faisabilité financière. J'avais une stratégie complète d'expansion, avec une analyse de marché par pays, des projections de croissance par phase, et un plan de contingence pour divers scénarios politiques et économiques. La présentation au comité exécutif fut un tournant. Je n'ai pas seulement défendu le prêt, j'ai défendu un partenariat stratégique à long terme qui positionnerait le CCF comme un acteur clé sur le marché technologique émergent d'Amérique latine. Quand j'eus fini, il y eut un silence dans la salle. Puis, le directeur général, Jean-Marc Moreau, un homme connu pour sa froideur, fit quelque chose d'inattendu. Il applaudit. Lentement, un par un, les autres cadres se joignirent aux applaudissements. « Voilà », dit Moreau. « C'est exactement le type de pensée innovante dont nous avons besoin pour l'avenir de la banque. » 2 semaines plus tard, on m'appela au bureau du directeur des ressources humaines. J'étais sûre que quelque chose n'allait pas avec le projet lyonnais. Peut-être avait-il trouvé une erreur dans mes calculs. Peut-être l'entreprise avait-elle changé d'avis. Au lieu de cela, on m'offrit le poste de directrice adjointe des prêts stratégiques. Un poste qui, normalement, nécessitait au moins 10 ans d'expérience dans le secteur. Je n'étais dans le programme que depuis 8 mois. « C'est trop tôt », balbutiai-je, sincèrement surprise. « Au contraire », répondit Moreau qui était présent à la réunion. « C'est exactement le bon moment. La banque est en train de changer, et nous avons besoin de personnes qui n'ont pas peur de briser les codes. » J'acceptai le poste, bien sûr, et avec lui vinrent un bureau personnel, une équipe de 5 analystes sous ma responsabilité et un salaire qui triplait ce que j'avais jamais gagné. Mais le plus précieux n'était rien de tout cela. C'était le sentiment d'avoir enfin trouvé ma place dans le monde. 1 mois après ma promotion, je reçus un message inattendu. C'était de ma mère. « Hélène,
« S'il te plaît, nous devons parler. Les choses ne se sont pas passées comme nous l'espérions. Charles a demandé de tes nouvelles. » Je regardais le message pendant un long moment, sentant le passé essayer de me tirer en arrière. Puis, sans trop réfléchir, j'effaçai le message et bloquai le numéro. Pas par rancune, pas par vengeance, mais par instinct de conservation. J'avais construit quelque chose de trop précieux pour risquer de le perdre, en retournant à un passé qui ne m'appartenait plus. Ce soir-là, je sortis dîner seule dans un petit restaurant près de mon nouvel appartement à Saint-Germain-des-Prés. J'avais déménagé récemment, célébrant ma promotion avec un espace plus grand et plus lumineux. Tout en dégustant un cassoulet authentique et un bon vin, je réfléchis au chemin parcouru. Je n'étais plus la femme brisée qui était sortie sous la pluie avec une valise et le cœur en miettes. Je m'étais transformée en quelqu'un que je n'aurais même pas reconnu si je l'avais croisé dans la rue. Non seulement j'avais survécu, mais j'avais fleuri en terrain aride. J'avais transformé la douleur en carburant pour un voyage qui ne faisait que commencer. Et le plus extraordinaire de tout, pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'étais définie par ma relation avec personne d'autre. Je n'étais pas la femme d'eux, la sœur d'eux, la fille d'eux. J'étais, simplement et puissamment, Hélène Robert, directrice adjointe des prêts stratégiques du Crédit Central de France. Une femme qui avait appris la leçon la plus précieuse de toutes. Que parfois, tout perdre est le premier pas pour se trouver soi-même. C'était un jeudi d'octobre lorsque la vie que j'avais soigneusement construite au cours des derniers mois fut secouée par un fantôme du passé. La matinée avait commencé comme n'importe quelle autre. Réunion de direction à 8h, examen de dossier de prêt à 10h, déjeuner de travail avec un client potentiel à 13h. Paris resplendissait sous un soleil d'automne qui baignait de lumière dorée les gratte-ciel de la Défense. Ma vie avait maintenant un rythme, une structure, un but. À 15h, alors que je vérifiais les derniers détails d'une proposition pour une chaîne d'hôtels-boutiques en Provence, mon assistante, Manon, frappa doucement à la porte de mon bureau. « Excuse-moi de t'interrompre, Hélène, » dit-elle, avec une expression légèrement confuse. « Il y a un homme à la réception qui demande un conseiller en prêt pour une consolidation de dettes urgentes. Normalement, je l'aurais orienté vers le service compétent, mais il insiste sur le fait que c'est une affaire personnelle et délicate. Je levai les yeux de mes documents, intriguée, mais pas particulièrement intéressée. « Et pourquoi tu m'en parles à moi ? Nous avons toute une équipe dédiée au prêt personnel. » Manon hésita un instant. « C'est que... il a mentionné ton nom, mais pas en tant que directrice. Il a dit qu'il te connaissait d'avant. Son nom est Charles Moreau. » Le temps sembla s'arrêter. Le stylo que je tenais glissa de mes doigts, tachant légèrement le coin du document que je révisais. Charles. Ici, dans ma banque, me cherchant. Mon premier instinct fut de refuser de le voir, de l'envoyer directement à un conseiller junior et de continuer ma journée comme si de rien n'était. Mais quelque chose de plus profond, quelque chose qui allait au-delà de la simple fierté, me poussa à faire le contraire. « Fais-le passer dans la salle de réunion de l'étage de la direction », indiquai-je à Manon, avec un calme qui me surprit moi-même. « Et s'il te plaît, ne lui dis pas qui je suis maintenant. Dis-lui simplement qu'un conseiller spécialisé va s'occuper de lui tout de suite. » Quand Manon sortit, je restai immobile quelques minutes, respirant profondément, essayant de contrôler le tourbillon d'émotions qui menaçait de me submerger. Ce n'était pas de la peur que je ressentais, ni même de la colère. C'était un étrange mélange de curiosité et d'une sorte de sérénité qui ne peut venir que du fait de savoir que l'on a complètement surmonté son passé. Je me levai, lissai ma jupe crayon noir, ajustai mon blazer bordeaux et attachai mes cheveux en un chignon professionnel. Je pris un dossier vide comme accessoire et marchai d'un pas ferme vers la salle de réunion. À travers la vitre, je le vis avant qu'il ne me voie. Il était de dos, regardant par la fenêtre le panorama de Paris. Il avait maigri, son costume flottait légèrement sur ses épaules, comme s'il avait été acheté pour une version plus robuste de lui-même. Ses cheveux, toujours parfaitement coiffés quand nous vivions ensemble, montraient quelques cheveux gris prématurés et semblaient négligés. Même à distance, je pouvais percevoir la tension dans sa posture, l'anxiété dans la façon dont il tapotait nerveusement ses doigts contre la vitre. J'ouvris la porte sans bruit et dis d'une voix professionnelle « Monsieur Moreau, je suis la conseillère qui va s'occuper de votre cas. » Charles se retourna, le sourire poli déjà formé sur ses lèvres, prêt à charmer quiconque entrerait par cette porte. C'était sa tactique habituelle, le charme comme outil de négociation. Je l'avais vu faire des centaines de fois avec des serveurs, des vendeurs,
des collègues de travail. Mais le sourire se figea, se transformant en une expression d'incrédulité absolue lorsque nos regards se croisèrent. Ses yeux parcoururent ma silhouette de haut en bas, s'arrêtant sur mon badge d'identification qui m'accréditait comme directrice, sur mon tailleur de marque, sur mes escarpins coûteux, sur mon expression sereine et imperturbable. « Hélène » murmura-t-il, comme s'il voyait un fantôme. « Directrice Robert » corrigeai-je doucement, en tendant ma main pour une poignée formelle. « Je vous en prie, asseyez-vous. J'ai cru comprendre que vous étiez intéressé par un prêt de consolidation de dette. » Sa main trembla légèrement en serrant la mienne. Il s'assit comme un automate, sans cesser de me regarder avec des yeux exorbités. « Je ne savais pas, je n'avais aucune idée que tu travaillais ici, » balbutia-t-il. « Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur moi, Charles, » répondis-je avec un sourire poli mais distant. « Maintenant, parlez-moi de votre situation financière. » Pendant quelques instants, il parut incapable de traiter ce qui se passait. Puis, comme sortant d'une transe, il commença à parler à bâton rompu. L'agence immobilière, les investisseurs se sont retirés après l'échec du projet à Marseille. J'ai des dettes auprès de 3 banques différentes. L'hypothèque est en souffrance et les prêteurs privés me mettent à la pression. Hélène, je ne sais pas par où commencer. Pendant qu'il parlait, je prenais des notes méticuleusement, hochant la tête de temps en temps, comme je le ferais avec n'importe quel client en difficulté. Il n'y avait aucune satisfaction à voir sa chute, seulement un étrange sentiment de clôture, comme si j'assistais à la fin d'un chapitre que j'avais laissé inachevé. « Et Sophie ?» demandai-je nonchalamment, en révisant les chiffres que j'avais griffonnés sur le papier. « Elle ne peut pas t'aider avec ça ?» La question le prit par surprise. Il passa une main dans ses cheveux, un geste nerveux que je connaissais bien. « Sophie et moi, ça n'a pas marché. Elle m'a quittée il y a 3 mois. Elle est partie à Marseille avec un photographe qu'elle a rencontré lors d'une séance pour un magazine. Je ne pus m'empêcher d'esquisser un petit sourire ironique. La vie a des façons curieuses d'équilibrer les choses, tu ne crois pas ? Charles baissa le regard, incapable de soutenir le mien. Hélène, ce que nous t'avons fait, ce que je t'ai fait, c'était impardonnable. J'ai pensé à toi chaque jour. Je t'ai cherché partout. Tes parents ne savaient pas où tu étais, ou n'ont pas voulu me le dire. Mes parents ? demandai-je avec une curiosité sincère. Ils sont dévastés. Le mariage a été un désastre. Ton père a eu une crise d'angoisse en pleine cérémonie. Ta mère n'arrête pas de m'appeler, me demandant si j'ai eu de tes nouvelles. Je hochai lentement la tête, absorbant l'information sans la laisser m'affecter outre mesure. Ils n'étèrent plus ma famille. Ils n'étèrent que des personnages d'une histoire que j'avais laissée derrière moi. Revenons à votre demande de prêt, dis-je, revenant au sujet professionnel. D'après ce que vous m'avez dit, vous devrez présenter des garanties solides. La banque ne peut pas approuver des consolidations de cette ampleur sans un soutien suffisant. Hélène, s'il te plaît. Sa voix se brisa tandis qu'il étendait sa main sur la table, essayant d'atteindre la mienne. Je retirai ma main discrètement, gardant mon expression professionnelle. Dis-moi ce que je dois faire. Je ferai n'importe quoi. Je ne peux pas tout perdre. Je le regardais fixement. Cet homme qui avait été autrefois le centre de mon univers, maintenant réduit à une ombre tremblante suppliant mon aide. Et à ce moment-là, je compris quelque chose de fondamental. Je ne ressentais plus rien pour lui. Ni amour, ni haine, ni même rancune. Il était simplement un client de plus, un visage parmi tant d'autres qui passaient par mon bureau chaque jour. « Je vais vous envoyer voir Romain du service des prêts personnels », dis-je en me levant pour indiquer que la réunion était terminée. « Il vous expliquera toutes les options disponibles et les conditions requises. » Charles se leva lentement, comme si chaque mouvement lui coûtait un effort surhumain. « Hélène, je t'aime encore. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. » L'histoire avec Sophie était une terrible erreur, une folie passagère. Je m'arrêtai à la porte et le regardai une dernière fois, non pas comme la femme qui avait été son épouse, mais comme la femme que j'étais devenue, forte, sûre d'elle, complète en moi-même. « Non, Charles, dis-je doucement, tu ne m'as jamais aimé. Tu n'aimais que l'idée de moi, la femme que tu pouvais modeler et contrôler. Mais cette femme n'existe plus. Et je te souhaite sincèrement de trouver ce que tu cherches. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai une réunion dans 5 minutes. » Et sur ce, je sortis de la salle, fermant non seulement la porte derrière moi, mais aussi le dernier chapitre en suspens de mon passé. Cette nuit-là, je ne pus dormir.
non pas parce que j'étais troublée par la rencontre avec Charles, mais parce que mon esprit n'arrêtait pas d'analyser chaque détail, chaque expression, chaque mot dit et non dit. C'était comme réviser un dossier particulièrement complexe, sauf que ce dossier était ma vie antérieure. Je me levais avant l'aube et sortis courir au parc des Buttes-Chaumont, une routine que j'avais adoptée ces derniers mois. L'air frais du matin éclaircit mes pensées tandis que mes pieds frappaient rythmiquement le sol. Il y avait quelque chose de libérateur dans ce mouvement constant, dans la sensation d'avancer, littéralement, vers l'avant. Quand j'arrivais à la banque, je trouvais un message de Romain dans ma boîte de réception. Monsieur Moreau ne remplit pas les conditions minimales pour la consolidation. Multiples impayés dans son historique récent, actifs surévalués, revenus insuffisants. Comment dois-je procéder ? Je restais à regarder l'écran, réfléchissant à l'ironie de la situation. Moi qui avais autrefois dépendu économiquement de Charles, j'avais maintenant son avenir financier entre mes mains. Un mot de ma part pourrait lui faciliter un prêt qu'il ne méritait pas selon les normes de la banque, ou je pourrais le laisser sombrer dans le puits qu'il avait lui-même creusé. Je me souvins comment, pendant notre mariage, Charles avait toujours pris les décisions importantes sans vraiment me consulter. Comment il avait supposé que je ne comprenais rien aux questions d'argent, malgré ma formation en économie. Comment il avait investi nos économies dans des projets immobiliers à haut risque, convaincu de son infaillible instinct pour les affaires. « Suis le protocole standard », répondis-je finalement à Romain. Sans exception. Ce n'était pas de la vengeance. C'était simplement de la justice. La banque avait des règles pour une raison. Et même moi, je ne pouvais pas me permettre de les ignorer pour des motifs personnels, qu'ils soient positifs ou négatifs. À midi, alors que je révisais des rapports dans mon bureau, Manon m'informa que Charles était de nouveau à la réception, demandant cette fois spécifiquement à me voir. « Dis-lui que je suis en réunion », répondis-je sans lever les yeux de mon travail. Mais Charles n'abandonna pas si facilement. Il revint l'après-midi, et le lendemain, et le surlendemain, chaque fois avec une nouvelle excuse, chaque fois plus désespérée. Le 5e jour, je décidai de l'affronter directement. Je le reçus dans mon bureau, pas dans la salle de réunion. Je voulais qu'il voie ce que j'avais accompli, non par vanité, mais pour établir clairement la nouvelle dynamique entre nous. « Ça doit cesser, Charles », dis-je sans préambule quand il s'assit en face de moi. « Tu me harcèles sur mon lieu de travail et c'est inacceptable. »« Hélène, s'il te plaît, » supplia-t-il, la voix brisée par le désespoir. « Ils vont saisir la maison. Tout ce que j'ai construit s'effondre. J'ai juste besoin que tu intercèdes pour moi, que tu leur expliques que je suis digne de confiance, que je peux me remettre de ça. » Je l'observais attentivement. Charles avait toujours été séduisant, avec ce genre de beauté méditerranéenne qui vieillit bien. Mais maintenant, il semblait une version décharnée de lui-même. Des cernes profonds, de nouvelles rides autour des yeux, un tremblement subtil dans les mains. Une partie de moi, une petite partie distante, avait pitié de lui. Mais une autre partie, celle qui avait appris à se protéger, reconnaissait les vieux schémas. « Penses-tu vraiment être digne de confiance, Charles ?» demandai-je doucement. « Après avoir trahi ta femme avec sa propre sœur, après la façon dont tu as géré tes finances, les chiffres ne mentent pas, et tes chiffres racontent une histoire d'irresponsabilité et de mauvaises décisions. Les gens font des erreurs, répondit-il, sa voix à peine audible. J'ai commis des erreurs terribles, je le sais, mais je peux changer. Je suis en train de changer. La question n'est pas de savoir si tu peux changer ou non, expliquai-je calmement. La question est que la banque ne peut pas assumer ce risque. Il ne serait ni éthique ni responsable de ma part d'approuver un prêt que tous les indicateurs suggèrent que tu ne pourras pas rembourser. Charles me regarda avec un mélange d'incrédulité et de désespoir. Éthique ? Tu me parles d'éthique après ce que je t'ai fait ? Tu ne veux pas me voir souffrir ? Tu ne veux pas te venger ? Sa question me prit par surprise. Non pas parce que je n'y avais pas pensé, mais parce qu'elle révélait à quel point il me connaissait peu, même après 5 ans de mariage. « Non, Charles, » répondis-je avec sincérité. « Je ne veux pas te voir souffrir, et je ne vais certainement pas compromettre mon intégrité professionnelle pour une vengeance personnelle. » Je me levai et marchai vers la fenêtre, observant l'agitation de Paris à nos pieds. La vengeance demande de l'énergie. Elle exige de maintenir la rancune vivante, de rester connecté émotionnellement à toi. Et franchement, je n'ai plus de place dans ma vie pour tout ça. Je me tournai pour le regarder directement. « Je ne te hais pas, Charles. Je ne t'aime pas.
Je ne ressens rien pour toi. Et c'est peut-être la façon la plus complète d'avoir surmonté ce que tu m'as fait. Je vis comment mes paroles le frappaient plus durement que n'importe quelle insulte ou rejet explicite. Pour un homme comme Charles, l'indifférence était pire que la haine. La haine signifiait au moins qu'il était toujours important, qu'il occupait toujours une place significative dans ma vie. « Alors, il n'y a rien que tu puisses faire ?» demanda-t-il finalement, la voix défaite. Je soupirai et me rassis en face de lui. En tant que directrice de la banque, non. Les critères sont clairs et ta situation ne les remplit pas. Mais je peux t'offrir un conseil professionnel. Vends les actifs qui ont encore de la valeur avant qu'ils ne soient saisis, négocie des plans de paiement avec tes créanciers, cherche un travail stable même s'il est en deçà de tes attentes, et reconstruis ton historique de crédit petit à petit. Je lui tendis une carte de visite. C'est un conseiller financier indépendant qui travaille sur des cas comme le tien. Il est discret et réaliste. Il ne te promettra pas de miracle, mais il peut t'aider à éviter le pire. Charles prit la carte machinalement, la regardant comme s'il ne comprenait pas ce que c'était. « Pourquoi tu m'aides après tout ?» murmura-t-il, confus. « Je ne le fais pas pour toi, » répondis-je honnêtement. « Je le fais pour moi, parce que la personne que je suis devenue n'abandonne personne à son sort, même pas ceux qui l'ont blessé. C'est la différence entre nous, Charles. » Il se leva lentement, rangeant la carte dans la poche de sa chemise froissée. Un instant, il parut vouloir dire quelque chose de plus, peut-être tenter une dernière approche sentimentale, mais quelque chose dans mon expression dut le dissuader. « Merci », dit-il simplement, et se dirigea vers la porte. « Charles », l'appelai-je, alors qu'il était sur le point de sortir. Il se retourna, une lueur d'espoir dans ses yeux fatigués. « Je te souhaite le meilleur, sincèrement. J'espère que tu trouveras ton chemin. » L'espoir dans ses yeux s'éteignit, remplacé par la compréhension qu'il m'avait vraiment perdu. Pas avec colère, pas avec douleur, mais avec une paix qu'il ne comprendrait probablement jamais. Après son départ, je restais à regarder la porte fermée pendant un long moment. Je ne ressentais pas le triomphe que j'aurais peut-être espéré ressentir quelques mois plus tôt. Il n'y avait aucune satisfaction à voir tomber celui qui m'avait autrefois blessé. Il y avait seulement une certitude tranquille d'avoir agi selon mes valeurs et non selon mes blessures. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je reçus un message d'un numéro inconnu. C'était ma mère. « Hélène, ton père est à l'hôpital. Infarctus. S'il te plaît, appelle-moi. » Je regardais le message longuement, des sentiments contradictoires se livrant bataille en moi. Une partie de moi voulait l'ignorer, continuer la vie que j'avais construite sans eux. Mais une autre partie, celle qui avait appris à être plus forte que ses blessures, savait ce qu'elle avait à faire. Je pris une profonde inspiration et composai le numéro. Pas pour eux, mais pour moi. Parce que pardonner ne signifie pas oublier, et certainement pas revenir là où l'on était avant. Pardonner signifie se libérer soi-même du poids de la rancune, ouvrir la porte à de nouvelles possibilités, même lorsque ces possibilités sont incertaines et fragiles. « Maman ?» dis-je quand elle répondit. « C'est Hélène. Raconte-moi ce qui s'est passé. » L'hôpital de la Pitié-Salpêtrière était silencieux quand j'arrivais, après minuit. Les lumières fluorescentes du couloir bourdonnaient doucement, créant cette atmosphère artificielle si caractéristique des hôpitaux. Ma mère était assise dans la salle d'attente, ayant vieilli de 10 ans depuis la dernière fois que je l'avais vue. Quand elle leva les yeux et me vit, ses yeux se remplirent de larmes. Je ne courus pas l'embrasser. Je ne ressentis pas cette impulsion immédiate qu'une fille devrait ressentir en voyant sa mère dans un moment de crise. Je m'assis simplement à côté d'elle, maintenant une distance prudente, tant physique qu'émotionnelle. « Comment va-t-il » demandai-je, ma voix calme et contrôlée. « Stable » répondit-elle, en s'essuyant les larmes avec un mouchoir froissé. Le médecin dit que c'était un avertissement, pas un infarctus grave. Il devra changer son style de vie, surveiller son alimentation, faire de l'exercice. Je hochai la tête, traitant l'information. Mon père avait toujours été un homme d'excès. Bonne chair, bon vin, cigares coûteux, heures de travail interminables. La recette parfaite pour un cœur épuisé. « Puis-je le voir ?» demandai-je. Ma mère acquiesça, montrant une chambre au bout du couloir. Il dort. Les sédatifs. Je marchai seule vers la chambre. Chaque pas résonnait sur le sol en linoléum, marquant un rythme qui semblait compter les mois d'absence, les silences, les mots non dits. Mon père gisait sur le lit d'hôpital, connecté à des machines qui surveillaient ses signes vitaux. Il paraissait petit et fragile, dépouillé de l'autorité patriarcale qu'il avait toujours exercée dans notre famille. Ses mains, que je me souvenais fortes et sûres,
signant des documents importants ou servant du vin lors des dîners de famille, reposait inerte sur le drap blanc. Je m'assis près de son lit et l'observai respirer. Je ne savais pas quoi ressentir. Il n'y avait pas de haine, mais il n'y avait pas non plus cet amour inconditionnel dont parlent tant les films et les livres. Il y avait une sorte de tristesse diffuse, moins pour ce qui s'était passé entre nous que pour ce qui n'avait jamais pu être. « Tu es venu ?» dit-il soudain, sa voix rauque et faible. Il n'avait pas ouvert les yeux, mais il avait en quelque sorte senti ma présence. « Oui », répondis-je simplement. Il ouvrit lentement les yeux, clignant pour s'adapter à la faible lumière de la pièce. « Tu as l'air différente », murmura-t-il. « Je suis différente. » Un long silence s'installa entre nous. Ce n'était pas un silence confortable, mais il n'était pas non plus chargé de tension. C'était plutôt un silence de reconnaissance mutuelle, d'acceptation que certaines distances ne peuvent ni ne doivent être comblées trop rapidement. « Ce que nous avons fait, » commença-t-il, mais je l'interrompis doucement. « Je ne suis pas venu pour parler de ça, » dis-je. « Je suis venu parce que tu es mon père et que tu es malade. C'est tout. » Il hocha lentement la tête, fermant à nouveau les yeux. « Merci, » murmura-t-il. Je restai avec lui jusqu'à ce qu'il se rendorme, puis je retournai dans la salle d'attente. Ma mère était toujours là, regardant sans voir un programme télévisé sur le petit moniteur accroché au mur. « Je rentre chez moi », l'informai-je. « Je dois travailler demain, mais je reviendrai dans l'après-midi pour voir comment il va. » Elle me regarda surprise, comme si elle s'était attendue à ce que je reste toute la nuit, que je mette ma vie en pause pour cette crise familiale. « Où habites-tu maintenant ?» demanda-t-elle timidement. « À Saint-Germain », répondis-je, sans entrer dans les détails. « Je travaille au Crédit Central de France. » Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « La banque ? Mais toi, tu n'as jamais... » « Les gens changent, maman, » dis-je doucement. « Parfois parce qu'ils le veulent, parfois parce qu'ils n'ont pas le choix. » Les semaines suivantes, j'établis une routine. Je travaillais pendant la journée, rendais visite à mon père à l'hôpital l'après-midi, puis rentrais à mon appartement. Ce n'étaient pas des visites remplies de conversations profondes ou de réconciliations dramatiques. C'étaient plutôt de petits actes de présence, un pont fragile jeté au-dessus d'un abîme de méfiance et de douleur. Ils n'ont jamais demandé de nouvelles de Charles. Ils n'ont jamais mentionné Sophie. Et j'ai apprécié ce silence tacite sur des sujets qui n'avaient plus le pouvoir de me blesser. Mon père sortit de l'hôpital 3 semaines plus tard. Je ne les ai pas invités dans mon appartement, ni accepté leur offre de revenir à la maison familiale, jusqu'à ce que tout s'arrange. Certains ponts peuvent être reconstruits, mais d'autres doivent rester tels quels, praticables, mais distants. À la banque, ma carrière continuait de s'épanouir. Le projet avec l'entreprise technologique lyonnaise avait été un succès retentissant, ouvrant de nouvelles opportunités commerciales en Amérique latine. J'ai été promue directrice des prêts stratégiques, avec une équipe plus grande sous ma supervision et un bureau avec vue sur la défense. Un après-midi de printemps, 6 mois après l'épisode avec Charles, Pascal m'invita à prendre un café sur la terrasse du dernier étage de la banque. Le soleil se couchait sur Paris, teintant le ciel d'orange et de pourpre, illuminant les bâtiments historiques et modernes qui composaient l'horizon de la ville. « Le comité exécutif envisage ton nom pour la direction régionale », m'informa-t-elle sans détour, en remuant son café au lait. « Tu serais la plus jeune directrice de l'histoire de la banque et la 2e femme à occuper ce poste. » Je restai sans voix un moment, essayant de traiter ce qu'elle venait de me dire. « La première, c'était toi ?» demandai-je finalement. Pascal sourit, de ce sourire énigmatique qui ne révélait jamais trop. Bien sûr, il fallait bien que quelqu'un ouvre la voie. Je pris une gorgée de mon café, contemplant l'horizon de Paris, la ville qui avait été témoin de ma chute et de ma renaissance. « Tu penses que je suis prête ?» demandai-je, non par insécurité, mais par honnête curiosité. Pascal m'étudia longuement. « Je pense que tu es plus que prête. Tu as construit quelque chose d'extraordinaire à partir des cendres, Hélène. Pas seulement une carrière, mais une vie entière, selon tes propres termes. » Ce soir-là, je montais sur le toit de mon immeuble avec un verre de vin rouge. La ville s'étendait sous mes pieds comme un tapis de lumière, vibrante et pleine de possibilités. Je pensais à la femme que j'avais été à peine 1 an plus tôt, brisée, perdue, abandonnée. Et je pensais à la femme que j'étais devenue, forte, lucide, en paix. Je n'avais pas eu de nouvelles de Charles depuis notre dernière rencontre dans mon bureau.
D'après ce que Romain m'avait dit, il avait vendu la maison avant qu'elle ne soit saisie et avait déménagé à Lyon pour travailler dans l'entreprise d'un vieil ami. Sophie, d'après ce que j'avais vu sur les réseaux sociaux, était toujours à Marseille avec son photographe, publiant des images d'une vie apparemment parfaite. Ma relation avec mes parents restait complexe et distante, marquée par des déjeuners occasionnels en terrain neutre, des conversations polies mais superficielles, et la compréhension mutuelle que certaines blessures nécessitent plus que du temps pour guérir. Elles nécessitent une transformation complète de la dynamique qui les a causées. Parfois, je me demandais si je retrouverais un jour l'amour. Pas le genre d'amour qui vous consume et vous définit, mais le genre d'amour qui vous complète et vous respecte. J'avais eu quelques rendez-vous, quelques connexions intéressantes, mais rien que je ne ressente le besoin urgent de cultiver. C'était bien ainsi, me découvrant d'abord moi-même, établissant mes propres limites et désirs, avant de les partager avec quelqu'un d'autre. Mon histoire n'était pas une histoire de vengeance, comme je l'avais dit à Charles. La vengeance exige de maintenir la douleur vivante, de la nourrir, de la transformer en moteur de ses actions. Mon histoire était une histoire de transformation. Je n'avais pas survécu à la trahison. Je l'avais métabolisée et transformée en force. Depuis ce toit parisien, avec le vent printanier jouant dans mes cheveux, je levais mon verre dans un toast silencieux. Pas pour Charles, pas pour ma famille, ni même pour Pascal ou la banque. Je trinquais à moi-même, à la femme que j'avais trouvée au milieu de la tempête, à la vie que j'avais choisi de construire. Et si je pouvais parler à la jeune femme que j'étais, cette fille effrayée sortie sous la pluie avec une valise et le cœur brisé, je lui murmurerais doucement à l'oreille « Tu n'as jamais été seule, tu as toujours été suffisante. Et ce qui vient maintenant est plus beau que tout ce que tu pourrais jamais imaginer. »